aujourd'hui, les Français paient en moyenne, en proportion de leurs revenus, 50% d'impôts et prélèvements, tout compris, TVA, impôts sur le revenu, cotisations sociales, quand les milliardaires, eux, n'en acquittent que 27%, c'est-à-dire presque 2 fois moins. Madame la ministre, mes chers collègues, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est révoltant et c'est inacceptable. Madame la Présidente, mes chers collègues, comment expliquer qu'Isabelle, médecin dans un hôpital public, paie plus d'impôts en proportion de ses revenus que Bernard Arnault? Comment accepter que Karim Boulanger ou Mélissa, secrétaire de mairie, produisent plus d'efforts pour la collectivité que les héritiers de Chanel? Comment supporter que Tao, cheminot ou ingénieur, soit lui aussi proportionnellement davantage prélevé que Françoise Bettencourt? La proposition de loi que nous portons avec ma collègue Eva Sas, un impôt plancher minimum de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, c'est-à-dire ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, a pour objectif d'introduire un minimum de justice, et je dirais même de décence, dans une société qui voit exploser les inégalités, dans une société dont le système fiscal censé être progressif est en réalité régressif pour les 0,01% les plus riches de notre pays. Dans notre République, mes chers collègues, chacun, chacune doit contribuer au bien commun à la hauteur de ses moyens. Je vous rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle. Eh bien, cette déclaration postule que l'effort doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Or, aujourd'hui, les Français paient en moyenne, en proportion de leurs revenus, 50% d'impôts et prélèvements, tout compris, TVA, impôts sur le revenu, cotisations sociales, quand les milliardaires, eux, n'en acquittent que 27%, c'est-à-dire presque 2 fois moins. Madame la ministre, mes chers collègues, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est révoltant et c'est inacceptable. À tel point, d'ailleurs, que l'on se demande comment une telle situation est possible. Mais voilà, les ultra-riches ont recours à des mécanismes légaux d'optimisation fiscale qui leur permettent de contourner l'impôt. Et c'est pourquoi notre taxe, inspirée des travaux de l'économiste Gabriel Zucman, s'attaque au patrimoine qui reflète, lui, réellement le niveau de richesse des ultra-riches en ces temps de capitalisme financiarisé. Avec notre méthode, en taxant à 2%, c'est-à-dire à un taux faible, une toute petite partie de la population, probablement quelque chose de l'ordre de 1800 personnes, nous pouvons faire entrer dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros, une somme conséquente dont nous avons particulièrement besoin par les temps qui courent pour nos services publics qui sont à réparer ou agir concrètement pour la transition écologique. Mais jusqu'ici, les gouvernements successifs ont vidé les caisses publiques pour subventionner les riches et les grands groupes économiques au nom de la sacro-sainte compétitivité et dans l'attente quasi mystique d'un improbable ruissellement. Les baisses d'impôts pour le haut de la pyramide sociale ont eu un impact colossal sur le budget de l'État et la Cour des comptes, mes chers collègues, estime que c'est un manque à gagner de 62 milliards d'euros en 2023 pour nos caisses publiques. Pendant ce temps, en 15 ans, la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a bondi de 1 000 milliards d'euros, ce qui fait quand même une croissance de l'ordre de 10% par an. Faut-il préciser ici que les revenus du travail n'ont évidemment pas suivi cette courbe et que le service public, patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, n'a cessé de dépérir, car, comme l'écrivait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Alors, si les Français nous écoutent, ils doivent se dire « Ah, enfin une mesure consensuelle, juste, évidente ». Eh bien non. Eh bien non, nous faisons face à une série d'objections de la part de nos collègues du Centre droit et du Rassemblement national et de notre ministre et de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. Alors à celles et ceux qui osent dire que cet impôt serait confiscatoire, plusieurs fois vous avez dit ce mot, Madame la ministre, nous répondons que sur les 40 dernières années, la fortune des milliardaires a cru nette d'inflation de 7% par an en moyenne. Avec cet impôt à 2%, ils s'enrichiraient juste donc un petit peu moins, juste un tout petit peu moins chaque année, et le budget de l'État, lui, y gagnerait beaucoup. L'avancée que constitue cette proposition de loi, qui en appelle d'autres, reste modeste. À ceux qui évoquent le risque d'inconstitutionnalité en raison de l'absence de plafonnement,
Nous répondons que c'est bien ironique de la part de ceux qui ont voté la loi immigration sans moufter, sans se soucier de l'avis du Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, au nom de l'égalité devant les charges publiques, nous estimons que le Conseil constitutionnel ne saurait aller à l'encontre de notre proposition. À ceux qui nous disent encore qu'il faudrait enlever les biens professionnels, qui représentent en gros 70 à 90% de l'assiette visée, nous leur disons que cela reviendrait à laisser les ultra-riches échapper à l'impôt. Parce que pour ces actionnaires majoritaires de grands groupes et multinationales, il ne s'agit pas de leur outil de production, mais pour l'essentiel d'actions, d'actifs financiers. Et à ces niveaux de richesse, les biens professionnels n'ont rien à voir avec le four du boulanger ou la ferme de l'agriculteur. Quant à séparer la rente des rentiers, ça me fait penser à la séparation, vous savez, de l'œuvre et de l'artiste. Je pense qu'on peut vraiment faire mieux. À ceux qui nous disent qu'il suffirait de s'attaquer au holding, nous leur répondons qu'il ne faut pas boucher un seul trou dans la passoire et déplacer le débit vers d'autres montages d'optimisation. Avec notre impôt plancher, il n'y a plus d'échappatoire à l'impôt. Enfin, à ceux qui nous disent que notre impôt fera fuir les grandes fortunes, nous répondons que le risque d'exil fiscal est largement surestimé dans le débat public, comme le montrent différentes études, et surtout que nous avons les moyens d'empêcher cette fuite, puisque notre proposition, notre dispositif antifiscal est adossé à notre proposition de loi, à notre impôt. Mes chers collègues, je veux donc croire ici, dans cet hémicycle, aujourd'hui, qu'une majorité aura raison de toutes ces réticences. Car rejeter notre proposition de loi, c'est sanctuariser le droit des milliardaires à ne pas payer d'impôts. Qui, parmi vous, peut sérieusement l'assumer devant les Français ?